Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons le cas de policiers dont le devoir s'est terminé tragiquement, allant d'un détective sous couverture à Houston à un secouriste d'urgence dans la Géorgie rurale. Mais d'abord, nous commençons dans le Montana où une mission de recherche et sauvetage est devenue la rencontre la plus meurtrière avec la faune dans l'histoire des forces de l'ordre. C'était le 15 septembre 2017 dans l'arrière-pays isolé de la région de Many Glacier du parc national de Glacier. Les températures oscillaient autour de 55 degrés Fahrenheit et des nappes de brouillard mouvantes se déplaçaient entre les rangées de pins tordus. Le terrain était constitué de sentiers étroits de gibier, d'une épaisse végétation de myrtilles et de bancs escarpés de roches glaciaires. Les journaux radio ont confirmé plus tard que l'équipe de recherche était entrée dans ce secteur de la nature sauvage à 14h28. 7 officiers avaient été affectés à la recherche en cours de 2 randonneurs en retard pour une boucle de 3 jours. Le groupe comprenait le garde forestier Declan Brooks, âgé de 34 ans, coordonnateur intérimaire de recherche. L'adjoint Russell Carver, 29 ans, accompagné de son chien pisteur. L'officier Nolan Beck, 41 ans, certifié en secours en montagne. L'officier Shannon Mills, 26 ans, sélectionné pour sa capacité en escalade. Le spécialiste des communications Frank Dwyer, 38 ans. Le médecin tactique Jaime Perez, 33 ans, et technicienne en preuve, Valérie Scott, 31 ans. Leur équipement reflétait le protocole standard de la randonnée en arrière-pays. Seulement Brooks et Beck portaient des armes à feu, toutes deux des armes de poing pour réduire le poids sur le terrain escarpé. Les 7 officiers étaient équipés de sprays anti-ours, mais l'apparition soudaine de l'ours à moins de 6 mètres n'a laissé ni le temps ni l'espace pour un déploiement efficace. Ce matin-là, une reconnaissance aérienne avait identifié ce qui ressemblait à du matériel abandonné près d'un drainage boisé. L'équipe s'est dirigée vers les coordonnées, naviguant à travers une végétation de plus en plus dense jusqu'à ce qu'elle atteigne une prairie étroite bordée de bois mort. Selon les horodatages GPS, ils ont atteint la clairière à 14h43. Le chien de Carver a alerté dans la direction d'un monticule de terre et de branches perturbées. Les enquêteurs ont ensuite confirmé qu'il s'agissait d'une cache alimentaire de grizzly, probablement recouvrant une carcasse de wapiti. Le terrain environnant a canalé les agents dans une formation serrée d'environ 15 pieds de large. Des broussailles denses ont bloqué toute approche dispersée et une montée en pente a limité la retraite. Ils ont commencé à documenter le monticule et à rechercher des indices liés aux randonneurs disparus. Des signes de mise en cache active, forte odeur, sol frais, motifs de débris étaient présents mais n'ont pas été reconnus sur le moment. Le comportement des chiens a changé brusquement quelques secondes avant que le mouvement ne soit détecté dans les buissons. Les ours grizzly dans cette région sont connus pour leur comportement territorial fort autour des carcasses emmagasinées. Visibilité limitée, végétation dense et forte compétition alimentaire rendent les rencontres défensives plus probables à la fin de l'été. À 14h47, un grand grizzly adulte est soudainement sorti d'un couvert dense de myrtilles à moins de 6 mètres de Brooks et Carver. La proximité soudaine a éliminé toute opportunité de repositionnement contrôlé. L'audio des caméras corporelles a capturé le bruit des branches cassantes juste avant le contact initial. L'ours a frappé le garde forestier Declan Brooks en premier, le repoussant dans une structure de branches tombées. Le bruit de l'impact indiquait un traumatisme sévère et Brooks n'était plus visible dans les images suivantes. L'ours a continué d'avancer dans le groupe. Le député Russell Carver a tenté de tirer son chien derrière lui, mais la charge rapide les a forcés tous les deux à terre. Le chien s'est retiré dans les buissons, indemne mais hors de vue. Carver a disparu de la vue alors que les mouvements de l'ours l'ont poussé dans la végétation à la lisière de la prairie. Le médecin tactique Jaime Perez et le technicien en preuve, Valérie Scott, ont tenté de se retirer vers un étroit sentier de jeu menant hors de la clairière. Le sentier formait un goulet d'étranglement naturel en raison d'une combinaison de pentes et d'arbres morts entrelacés. Des images ont capturé l'ours redirigeant vers leur mouvement. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que l'angle du sentier rendait impossible pour Beck ou Mills de tirer en toute sécurité dans leur direction. Les sons enregistrés sur la caméra de Perez indiquaient que les deux avaient été dépassés en quelques secondes. De l'autre côté de la clairière, le spécialiste en communication Frank Dwyer et l'officier Nolan Beck ont tenté de prendre leur distance en se dirigeant vers une dépression couverte d'herbes douces. Tous deux ont glissé dans l'humidité accumulée à cet endroit. La caméra de Dwyer a enregistré des impacts au sol et des mouvements rapides à travers les broussailles, ce qui correspond à un contact rapproché. Une brève image de la caméra de Beck a montré l'épaule et la tête de l'ours avant que l'appareil ne perde complètement son orientation. L'agent Shannon Mills, positionné partiellement derrière un groupe de branches, a tiré plusieurs coups de son arme de poing. L'analyse médico-légale a montré plus tard que les balles avaient frappé la végétation devant elle en raison de lignes de vue obstruées. Le chemin de retraite de l'ours a traversé directement sa position. L'impact l'a projeté contre le tronc d'un pin à écorce blanche, entraînant des blessures mortelles. Les journaux de bord radio indiquent que l'attaque s'est terminée vers 14h52. Le chien est revenu à la clairière environ 10 minutes plus tard.
Les équipes de récupération sont arrivées sur le site 4 heures après la transmission finale, naviguant sur un terrain escarpé et effectuant des vérifications de sécurité de la faune avant l'entrée. Tous les 7 officiers ont été localisés dans un rayon d'environ 40 mètres. Les autopsies ont confirmé que Brooks, Carver, Beck, Mills, Dwyer, Perez et Scott sont tous décédés des suites de blessures compatibles avec une attaque défensive par un grand grizzly. Les enquêteurs ont conclu que l'équipe était entrée par inadvertance dans le périmètre défendu d'une cage de nourriture active. La végétation dense, la visibilité limitée et le terrain resserré ont empêché une détection précoce et ont restreint le mouvement pendant l'attaque. Une analyse balistique a confirmé qu'il n'y avait pas de tir ami. L'ours responsable a été suivi pendant 6 jours à partir des sites des carcasses, des perturbations au sol et des échantillons de poils, mais n'a pas été localisé. L'incident a entraîné la mise à jour des protocoles de recherche en arrière-pays, y compris la surveillance obligatoire avec des fusils à longue portée dans les habitats denses d'ours, l'élargissement des distances de sécurité autour des carcasses suspectes et la révision des procédures d'espacement des groupes pendant les opérations de recherche. Un mémorial commun a ensuite été établi pour les 7 officiers. Leur décès reste l'une des rencontres défensives avec des grizzlies les plus graves documentées dans la région. Alors que les montagnes du Montana ont coûté 7 vies ce jour-là, le danger rôdait dans des environnements très différents. Dans les vastes zones industrielles de Houston, Texas, l'agent Elodie Vance allait bientôt rencontrer un prédateur tout aussi mortel, mais bien plus exotique. Nous étions le 8 mars 2018 dans un corridor industriel rural à la périphérie du comté de Harris, Texas. Des entrepôts bas, des terrains de stockage et des structures agricoles abandonnées formaient un patchwork dans la région avec des broussailles envahissantes rampant à travers les clôtures brisées. Les températures de l'après-midi étaient dans les 25 degrés Celsius et un vent sec emportait de la poussière à travers des fondations en béton fissuré dispersées entre des bâtiments métalliques rouillés. À 15h52, des unités des forces de l'ordre ont entouré un complexe clôturé suspecté d'être utilisé par des suspects armés pour des activités illégales. Des rapports ultérieurs ont identifié le site comme une installation non autorisée de détention d'animaux exotiques fonctionnant dans un entrepôt converti. L'officier Elodie Vance, âgée de 28 ans, une médecin tactique certifiée du SWAT, avec une expérience de déploiement militaire antérieure, a été affectée à l'élément d'entrée pour fournir un soutien médical pendant l'opération. Les dossiers du personnel ont noté sa capacité à se déplacer avec l'équipe de tête lors des entrées à haut risque, où son rôle combinait la préparation médicale avec des responsabilités défensives. À ses côtés, 5 autres agents étaient affectés à la surveillance extérieure et au soutien en cas de rupture. Aucune des unités intervenantes n'était initialement consciente que de grands animaux exotiques étaient présents dans l'entrepôt. Les informations obtenues lors du premier balayage du périmètre ont suggéré que plusieurs suspects se trouvaient à l'intérieur et retenaient potentiellement 2 employés contre leur gré. Le bâtiment montrait des signes d'occupation récente, y compris des marques de pneus fraîches, des fenêtres bloquées, des portes métalliques renforcées et des cages de fortune empilées près d'une rampe de chargement. À 16h15, l'équipe tactique a exécuté l'entrée prévue en entrant par la baie de Servicette après que des outils mécaniques ont ouvert la porte. À l'intérieur, les agents ont immédiatement rencontré une disposition chaotique de couloirs étroits et d'enclos pour animaux improvisés fabriqués à partir de panneaux d'acier renforcés. Selon une enquête ultérieure, les suspects avaient de garder plusieurs chats exotiques dans le bâtiment pour des activités non divulguées. La présence de ces animaux n'avait pas été détectée lors de la surveillance initiale en raison des fenêtres couvertes et des murs intérieurs isolés. Les mouvements à l'intérieur de la structure étaient restreints, obligeant les agents à avancer en file indienne échelonnée. Lors de l'intrusion, des coups de feu ont été échangés entre les agents et un suspect, positionné près d'une rangée de cages en métal. L'analyse balistique et structurelle a plus tard confirmé que plusieurs balles avaient touché un des panneaux détériorés. L'impact a affaibli un mécanisme de verrouillage déjà corrodé. Les images de la caméra corporelle ont capturé le claquement métallique du loquet compromis, suivi du bruit d'un grand animal se déplaçant à l'intérieur de l'enclos. Quelques secondes plus tard, un tigre de Sibérie adulte, pesant environ 420 livres, a forcé la porte endommagée et est entré dans l'allée centrale. Les tigres de Sibérie sont des prédateurs solitaires puissants conçus pour des poussées de force explosives et courtes. Les mâles adultes possèdent une musculature dense aux membres antérieurs, une masse épaulière lourde et des griffes capables d'infliger des traumatismes sévères en quelques secondes lors de rencontres rapprochées. L'équipe s'est retirée le long du couloir pour établir un confinement, mais l'espace confiné et la visibilité limitée ont créé un goulot d'étranglement. Pendant le mouvement rapide, l'agent Daniel Ruiz, positionné près de l'arrière de la formation, a perdu pied sur des débris éparpillés et s'est blessé à la jambe. Vance, assigné à la position de soutien médical arrière, s'est déplacé vers l'emplacement de Ruiz tandis que les autres agents continuaient vers la sortie pour sécuriser la structure de l'extérieur. Le tigre se déplaçait de manière erratique dans le couloir, désorienté par les coups de feu et l'espace confiné.
L'imagerie thermique a plus tard révélé qu'il se détournait du groupe principal et se dirigeait vers la section où Ruiz était tombé. Vance s'est positionné entre l'officier blessé et l'animal approchant, utilisant un conteneur en acier comme couverture partielle. Le couloir étroit et le mouvement rapide ne laissaient aucune opportunité de déployer un moyen de dissuasion chimique en toute sécurité. Selon l'audio de la caméra corporelle, le tigre a parcouru la distance restante en quelques secondes. Vance a tiré 2 balles de son arme de poing, à bout portant, mais la masse de l'épaule de l'animal a absorbé les 2 impacts sans altérer son élan. Le tigre l'a percuté et l'impact les a forcés dans le coin formé par l'unité de stockage et le mur. La caméra de Ruiz a capturé uniquement un mouvement partiel et le son d'une brève lutte, y compris de faibles grognements et un seul cri aigu de Vance avant qu'elle ne disparaisse de la vue. L'examen médico-légal a confirmé plus tard qu'elle avait subi des blessures significatives par morsure et compression lors du contact rapproché, conformément à une attaque de tigre de courte durée dans un espace confiné. Toute la séquence physique a duré environ 10 secondes. Le tigre a changé de direction dans le couloir. Un tireur d'élite placé près de la baie de chargement a obtenu une ligne de mire dégagée lorsque l'animal est passé devant une porte cassée. À 16h19, le tireur a tiré une seule balle qui a frappé le tigre à travers la cavité thoracique, le faisant s'effondrer près de la jonction du corridor central. Le personnel de secours est arrivé à Vance dans les 90 secondes suivant la neutralisation du tigre. Elle montrait une perte de sang rapide due à des blessures traumatiques profondes sur le haut du corps. Les officiers ont appliqué des mesures de contrôle de l'hémorragie et l'ont déplacé vers le véhicule médical en place tandis que Ruiz a été extrait avec des blessures non mortelles. L'ambulance est arrivée dans un centre de traumatologie régionale à 16h46 et a subi une intervention d'urgence, mais ses blessures étaient mortelles. Elle a été déclarée décédée 2 heures plus tard. Les 2 employés ont été secourus indemnes et 3 suspects ont été arrêtés. Plus tard, les enquêteurs ont confirmé la présence de plusieurs grands félins non enregistrés sur le site, ce qui a entraîné une mise à jour des protocoles tactiques pour les structures contenant des risques potentiels liés aux animaux exotiques. Alors que la ville de Houston a été témoin du danger posé par les prédateurs exotiques, l'agent Hollis King allait bientôt faire face à des menaces naturelles dans les Everglades éloignés de Floride. C'était le 22 juin 2016, dans un endroit reculé des Everglades de Floride. Des roseaux, des mangroves et des cours d'eau peu profonds remplissaient le paysage. À 11h38, l'officier Hollis King, 35 ans, naviguait sur un hydroglisseur du département à 15 miles dans le marais vers des coordonnées rarement visitées par les gardes. King était un détective spécialisé dans les affaires non résolues, assigné à la disparition de Maria Santos, âgée de 23 ans, qui avait disparu 3 ans plus tôt. Les évaluations internes ont documenté sa tendance à poursuivre des pistes de manière indépendante, souvent sans informer ses collègues de ses déplacements. Les notes du superviseur indiquaient plusieurs rappels pour que King suive les procédures de sécurité sur le terrain. Mais les dossiers d'enquête montrent qu'il a continué à opérer seul sur des enquêtes sensibles. D'après les journaux numériques récupérés plus tard, il s'est lancé dans les zones humides sans déposer de rapport de localisation ou informer un membre de son unité. Les coordonnées fournies par un informateur ont conduit King à une bande étroite de terrain surélevé bordée de racines de mangroves et d'eau peu profonde, à sécuriser l'hydroglisseur et à commencer une recherche systématique à l'aide d'un magnétomètre et d'un équipement portable de pénétration au sol. Après plusieurs heures de balayage, ces instruments ont détecté des irrégularités sous la surface près de la ligne d'eau. King a creusé la zone avec soin, documentant chaque étape avec des photographies et des enregistrements GPS. Des fragments de squelettes ont émergé à travers le sédiment boueux, y compris des os longs partiels et des sections vertébrales cohérentes avec un petit adulte féminin. Les os présentaient soit des motifs cohérents avec un traumatisme, bien que l'étendue nécessiterait une confirmation médico-légale. En collectant les restes, King a élargi son périmètre de recherche. Les débris avaient été dispersés par l'action des marées et des fragments supplémentaires sont apparus à plusieurs pieds au large, dans l'eau jusqu'aux genoux. Il est entré dans les bas-fonds pour les récupérer, se concentrant sur la préservation des preuves avant que le temps ou le mouvement de l'eau ne modifie davantage le site. La politique du département déconseillait de marcher seul dans l'habitat des alligators, mais King n'avait aucune communication enregistrée avec son unité à ce stade. Les alligators américains habitent une grande partie des Everglades et utilisent les eaux au calme et la végétation immergée pour se dissimuler. Les mâles adultes peuvent dépasser 12 pieds de longueur et peser près d'1 millier de livres. Leur structure de mâchoire leur permet de générer des morsures puissantes et leur comportement d'embuscade repose sur le fait de rester immobile avant de frapper avec une accélération soudaine sur de courtes distances. À l'insu de King, un grand alligator s'était reposé parmi les racines de mangrove à environ 50 pieds de là. Alors que King se déplaçait dans l'eau, le limon et les perturbations mineures attiraient l'attention de l'animal. L'alligator avançait lentement, utilisant les conditions troubles pour dissimuler son approche. Vers environ 15h17, alors que King se penchait pour récupérer un autre fragment, l'alligator a surgi de côté,
s'accrochant à sa jambe inférieure gauche juste en dessous du genou. Les dents coniques ont pénétré dans les cuissardes et le tissu sous-jacent, ancrant la morsure. Le coup initial a déséquilibré King et l'a fait tomber dans l'eau. L'audio de la caméra corporelle récupérée plus tard a capturé des éclaboussures et une brève expiration avant que la transmission ne soit déformée sous l'eau. L'alligator a effectué une seule séquence rapide de roulade mortelle durant seulement quelques secondes, ce qui est cohérent avec un comportement typique destiné à déstabiliser une proie. La rotation a causé un traumatisme sévère aux membres inférieurs de King et l'a forcé à plonger complètement sous la surface. Après la roulade, l'animal a ajusté sa prise et a traîné et enchaîné King plus profondément dans le chenal, loin de la berge. Un bref écart dans l'enregistrement a indiqué que King a fait surface momentanément. Pendant cet intervalle, il a réussi à activer sa radio d'urgence, transmettant un appel de détresse incomplet avant d'être à nouveau entraîné sous l'eau. L'alligator est resté en contact mais n'a pas effectué de roulement prolongé. Une analyse médico-légale a déterminé plus tard que des marques de morsures supplémentaires et un traumatisme compressif sur le torse et le bras supérieur de King se sont produits lors de ce contact submergé. La combinaison de la perte de sang, du traumatisme des membres et de l'aspiration d'eau a entraîné une incapacité rapide. Une fois le mouvement cessé, l'alligator a relâché King et s'est retiré vers des eaux plus profondes. Les courants ont emporté le corps dans une dépression submergée bordée par une végétation dense. L'absence du roi est passée inaperçue pendant 2 jours car il n'avait pas enregistré sa mission ni signalé sa destination. L'aéroglisseur est resté caché par la végétation jusqu'à ce qu'un chasseur local le découvre le 30 juin et avertisse les autorités. L'effort de récupération coordonné a commencé peu après, avec des plongeurs localisant le corps de King à environ 3 mètres de profondeur et à environ 200 mètres du site de l'excavation. Les restes montraient des preuves claires d'une rencontre avec un alligator basé sur des motifs de morsure, des dommages tissulaires et des indicateurs d'immersion dans l'eau. Un grand alligator observé dans les environs n'a pas approché l'équipe et n'a pas été poursuivi car les agents de la faune ont déterminé qu'il n'y avait pas de menace continue pour la sécurité publique. Les photographies, coordonnées GPS et fragments squelettiques récupérés à partir de l'équipement de King ont été envoyés à des spécialistes médico-légaux. L'analyse de l'ADN a identifié les restes comme appartenant à Maria Santos. Les motifs de traumatisme et l'emplacement correspondaient aux déclarations des témoins reliant 2 individus à sa disparition. Les 2 suspects ont ensuite été arrêtés et condamnés pour des charges liées à sa mort, principalement soutenues par les preuves récupérées par King avant l'attaque. À la suite de l'incident, le département de King a mis en place des protocoles mis à jour exigeant des enregistrements électroniques, des affectations de partenaires obligatoires pour les enquêtes sur le terrain dans des environnements dangereux et une formation améliorée sur l'évaluation des risques liés à la faune sauvage. Les revues internes ont cité le fait que King n'avait pas communiqué son emplacement comme un facteur principal ayant retardé sa découverte. L'affaire a souligné les risques opérationnels liés au travail de terrain en solitaire dans les zones humides éloignées où les dangers environnementaux peuvent rapidement échapper au contrôle d'un enquêteur. Des marécages de Floride aux eaux côtières de Californie, l'officier Mathilde Abel allait bientôt découvrir que l'océan recèle ses propres secrets mortels. C'était le 14 août 2019 dans les eaux froides de la fin de l'été de la baie de Monterey où les forêts de kelp, les pentes abruptes et les courants changeants façonnaient un environnement sous-marin complexe. La surface semblait calme, mais les plongeurs opérant dans la région faisaient régulièrement face à une visibilité limitée et à la présence de grands prédateurs marins. À 9h32 du matin, l'agent Mathilde Abel, âgée de 30 ans, est entrée dans l'eau avec son partenaire de plongée dans le cadre d'une mission de récupération de preuves liée à une enquête criminelle en cours. Bell était une spécialiste certifiée de la plongée policière avec des qualifications en plongée commerciale et une formation en récupération judiciaire. Les archives du département indiquent qu'on a plus de 200 opérations sous-marines réussies. Son rôle dans les recherches de preuves impliquait souvent de diriger des balayages en quadrillage, de documenter les objets immergés et de garantir l'intégrité de la chaîne de possession pour les matériaux récupérés. Dans cette mission, Bell et l'agent Adrian Rodriguez avaient pour tâche de localiser un revolver calibre 38, supposé avoir été jeté d'un bateau de pêche il y a environ 3 semaines. Des balayages sonars effectués la veille avaient identifié plusieurs signatures métalliques près d'un affleurement rocheux à environ 3 km au large. Le plan de plongée prévoyait que Bell effectue le balayage principal tandis que Rodriguez maintienne un espacement parallèle. L'équipe de surface a surveillé les conditions et maintenu le contact radio avec le navire de soutien, tandis que la communication plongeur-surface dépendait de contrôle périodique du câble plutôt que de communication audio continue. La visibilité variait entre 2 mètres et 3 mètres, avec des sursauts intermittents causés par le terrain sous-marin. Bell a établi sa grille et a procédé à une recherche lente et méthodique du fond sablonneux.
Après environ 45 minutes, elle a localisé un objet métallique partiellement enterré correspondant au revolver. Bell l'a photographié sur place, a utilisé des outils de récupération appropriés pour le retirer sans déranger le sédiment environnant et l'a sécurisé dans un conteneur de preuves scellé. Les grands requins blancs habitent à la baie de Monterey, particulièrement pendant les périodes où les mammifères marins traversent les canaux profonds. Les individus adultes peuvent dépasser 15 pieds de longueur et sont capables d'une accélération rapide sur de courtes distances. Bien que les rencontres avec les plongeurs soient rares, les grands requins blancs adoptent parfois des comportements d'investigation brefs lorsque des silhouettes ou des mouvements ressemblent à des proies. Une fois que Bell a confirmé la récupération, elle a commencé son ascension le long de la ligne de guidage tout en maintenant un rythme contrôlé pour se conformer aux exigences de décompression. À une profondeur d'environ 25 pieds, elle a observé un changement soudain dans le comportement des poissons alors que plusieurs espèces se dispersèrent de la zone. Elle a noté un changement soudain dans le comportement des poissons alors que plusieurs espèces se dispersèrent de la zone. Bell a continué son ascension, remarquant une grande forme indistincte se déplaçant à la limite de sa portée de visibilité sans identification claire. Bell a fait surface à environ 100 pieds du bateau de plongée. Elle a fait signe pour être récupérée tout en restant droite dans l'eau. L'équipage de surface a commencé à se diriger vers sa position, tandis que Rodriguez continuait de remonter en dessous. D'après les déclarations ultérieures de l'équipage du bateau, un grand aileron dorsal est apparu près de Bell quelques instants avant le contact. Le requin s'est approché à un angle peu profond, comme pour explorer, et a brièvement touché l'équipement de Bell, la faisant tourner légèrement dans l'eau. Le bateau a changé de cap pour réduire la distance, mais en quelques secondes, le requin a attaqué à nouveau. Bell a été partiellement entraîné sous l'eau lorsque l'animal a effectué un mouvement de morsure rapide et de relâchement. Un comportement cohérent avec les attaques d'identification erronées documentées dans la région. L'équipage a rapporté avoir vu de l'eau agitée et un éclair de la queue du requin alors qu'il passait près de Bell. Elle a refait surface presque immédiatement et a tenté de rester debout, tout en signalant sa détresse. Le personnel du bateau a atteint sa position quelques instants après l'attaque. Les membres de l'équipage ont utilisé des perches pour créer une séparation lorsque le requin a fait un bref passage secondaire à la surface avant de s'éloigner. Ils ont tiré Bell à bord du navire et ont initié des soins médicaux d'urgence. Sa combinaison montrait de larges déchirures le long d'une jambe et du bas du torse. L'équipage a appliqué une pression sur plusieurs sites de saignement et a sécurisé des garrots là où cela était nécessaire. Selon l'équipage, Bell est restée réactive brièvement et a indiqué la zone de récupération approximative avant que son état ne s'aggrave. Rodriguez a été amené à bord peu après alors que le navire se préparait immédiatement à retourner au port. L'équipage a maintenu les premiers secours en continu pendant le trajet, mais Bell a perdu connaissance en quelques minutes. Malgré des efforts continus, elle ne montrait aucun signe de rétablissement. À son arrivée à la marina, le personnel médical l'a transférée à des secouristes en attente qui ont confirmé que ses blessures étaient non récupérables. Un examen médico-légal a ensuite documenté un traumatisme des tissus mous étendu, cohérent avec une seule morsure rapide, caractéristique d'un grand requin blanc. Le schéma des blessures correspondait à une morsure suivie d'une relâche. Un comportement typique dans les cas où les requins prennent les plongeurs ou surfeurs pour des mammifères marins. Les analystes n'ont trouvé aucune indication de contact prolongé, d'attaque d'eau répétée ou de suivi prédateur. Le revolver récupéré était intact et a fourni des preuves balistiques liant le suspect d'homicide au crime. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que la documentation et les procédures de manipulation de Bell étaient suffisantes pour maintenir l'intégrité des preuves, permettant ainsi au procureur de présenter l'arme au procès. L'affaire s'est finalement soldée par une condamnation. Après la mort de Bell, le département a mis en place de nouveaux protocoles de plongée pour les opérations dans les habitats connus du grand requin blanc. De nouvelles procédures exigeaient des observateurs aériens lorsque les conditions de visibilité tombaient en dessous des seuils préétablis, des dispositifs de dissuasion des requins obligatoires pour les plongeurs et l'expansion des zones de surveillance des navires autour des sites de plongée actifs. Les lignes directrices de formation ont également été mises à jour pour aborder les procédures de rencontre avec la faune spécifique aux environnements offshore. La mort de Bell a mis en lumière les risques inhérents auxquels sont confrontés les enquêteurs sous-marins travaillant dans des écosystèmes marins dynamiques. Son opération finale a fourni des preuves cruciales qui ont fait avancer l'affaire d'homicide qui lui avait été confiée, et les circonstances de l'incident ont entraîné des améliorations procédurales visant à réduire les risques pour les futures équipes de plongée. Loin des profondeurs océaniques, dans la paisible campagne de Géorgie, l'agent Geneviève Miller allait rencontrer une menace qui combinait intelligence humaine et instinct primaire mortel. C'était le 3 novembre 2015, dans le nord rural de la Géorgie, qu'un appel au 911 a signalé une effraction dans une petite propriété d'animaux exotiques. Plusieurs serrures d'enclos avaient été coupées, permettant à 3 chimpanzés adultes de se déplacer dans le couloir intérieur de l'installation. À 7h24 du matin, l'agent Geneviève Miller, âgé de 32 ans, est arrivé sur les lieux comme premier intervenant. Les dossiers du département notaient son expérience en soutien de recherche et de sauvetage et ses déploiements antérieurs dans des incidents complexes sur le terrain, bien qu'elle n'ait aucune expérience documentée impliquant des primates échappés.
La propriétaire l'a rencontré près du portail principal et a expliqué que plusieurs cadenas avaient été coupés avec des coupes-boulons, des débris étaient éparpillés dans le couloir d'alimentation et 3 chimpanzés manquaient à l'appel à l'intérieur de la structure. Le personnel de contrôle animalier a été envoyé mais était à plus de 40 minutes en raison de la distance. Le centre en lui-même était modeste, une série de hangars aménagés reliés par un couloir central utilisé pour l'alimentation et l'entretien de base. Les enclos n'étaient pas de niveau recherche et la propriété était privée plutôt que faisant partie d'un programme biomédical réglementé. Les animaux étaient hébergés depuis des années et l'installation reposait sur des serrures manuelles plutôt que sur des systèmes de contrôle automatisés. Le personnel de nuit n'était pas présent, ce qui a permis à des intrus de compromettre plusieurs portes sans être détectés jusqu'au matin. Les chimpanzés sont des primates très intelligents et physiquement puissants. Les mâles adultes peuvent atteindre des poids de 130 à 150 livres avec une structure musculaire dense dans le haut du corps. Leur force des bras leur permet de générer une force bien supérieure à celle d'un humain adulte et ils possèdent de grandes dents canines capables de causer un traumatisme important. Lorsqu'ils sont effrayés ou agités, les chimpanzés peuvent se livrer à des éclats de comportements agressifs rapides et chaotiques plutôt qu'à des attaques prolongées. Miller a commencé une exploration prudente du couloir intérieur en utilisant une lampe de poche et a maintenu le contact avec le centre d'appel. Elle a traversé la zone administrative vers l'aile de l'alimentation où des cadenas coupés et des barres métalliques tordus indiquaient le point d'accès forcé. Des équipements abandonnés, de la nourriture éparpillée et des empreintes boueuses suggéraient que les animaux s'étaient déplacés plus profondément dans la structure. Miller s'est arrêté à une intersection près de la salle de stockage en entendant des mouvements de vent. Selon la reconstitution ultérieure basée sur les transmissions radio de Miller et les images des caméras intérieures, elle a rencontré le premier chimpanzé à environ 6 mètres dans le couloir étroit. L'animal montrait de l'agitation, une piloérection, des piétinements rapides et des vocalisations intermittentes. Alors que Miller tentait de se retirer vers la sortie pour éviter une escalade supplémentaire, 2 chimpanzés supplémentaires sont apparus de la salle de stockage adjacente, bloquant efficacement son chemin. Miller a signalé sa position à la répartition et a tenté de maintenir la distance tout en s'appuyant sur des principes généraux de désescalade, mouvement lent et posture non menaçante pour éviter une agitation supplémentaire. Cependant, l'espace confiné, le stress accru des animaux dû à l'effraction et la présence d'un humain inconnu ont créé une situation instable. En quelques secondes, le plus grand chimpanzé a réduit la distance. Les images de caméra examinées plus tard par les enquêteurs ont montré une séquence rapide et chaotique plutôt qu'une action coordonnée. Le mâle dominant a fait le premier contact, frappant Miller dans le haut du corps et la faisant tomber en arrière. L'impact l'a poussée contre un mur et elle a laissé tomber sa radio pendant la chute. Alors qu'elle essayait de retrouver son équilibre, le chimpanzé a frappé à nouveau, suivi par un deuxième animal approchant du côté. Les coups physiques portés par les chimpanzés adultes génèrent une force considérable et les premiers impacts ont fait s'effondrer Miller et perdre le contrôle de sa posture défensive. L'examen médico-légal a déterminé plus tard que Miller avait subi une combinaison de blessures par objet contondant à la tête et au haut du torse pendant les premières secondes de contact. Des morsures sur son avant-bras et son épaule étaient compatibles avec un animal tentant d'affirmer sa dominance ou de neutraliser une menace perçue. La séquence a duré moins de 30 secondes, typique d'une explosion de haute intensité chez les primates, avant que les animaux ne s'éloignent dans le couloir, laissant Miller sans réaction. Les équipes de contrôle des animaux sont arrivées peu après et ont utilisé des tranquillisants pour endormir en toute sécurité les 3 chimpanzés. Les intervenants ont localisé Miller dans le couloir et ont initié des soins médicaux d'urgence avant le transport. Elle a été emmenée dans un centre de traumatologie régionale où le personnel médical a identifié un traumatisme crânien étendu, de multiples fractures et une perte de sang sévère. Malgré une intervention chirurgicale, ses blessures étaient non survivables et elle a été déclarée décédée quelques heures après son arrivée. L'inspection des installations a confirmé que l'effraction avait compromis plusieurs points structurels, y compris 2 serrures principales et une porte de confinement secondaire. Les enquêteurs ont noté que la propriété manquait des mesures de sécurité généralement trouvées dans les institutions réglementées. Le propriétaire a coopéré avec les autorités et a remis les chimpanzés qui ont été transférés dans un sanctuaire agréé. 3 personnes liées à un groupe d'activistes locaux ont été arrêtées après qu'une analyse médico-légale ait associé leurs outils aux serrures endommagées. Les accusations comprenaient le cambriolage, la destruction de biens et la mise en danger imprudente. Le département a mis à jour les directives de réponse en insistant sur le contrôle du périmètre et le retard de l'entrée intérieure jusqu'à l'arrivée des spécialistes. Merci d'avoir regardé, vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.